On a maintenant le plaisir d'accueillir Xavier Vasquez, qui nous fait l'honneur de son déplacement depuis Montpellier, où il est dans le centre de recherche de IBM. J'ai cru comprendre que tu avais déjà fait un saut à l'EPFL pendant Oui, c'est quelques vrai. années sur le projet Blue Brain. Donc, Oui. bon retour à la maison. Ici, on va adresser le sujet de l'informatique quantique. Là, ça ouvre le champ des possibles, hein, au niveau de l'innovation. Quand on parle d'informatique quantique, on a essayé de m'expliquer une fois, on parle plus de 0 et de 1, on parle du qubit, de son entropie, donc, qui peut lui conférer différentes formes. Donc ça, chacun sa cuisine. Moi, ça me perturbe un peu. Voilà. Mais Xavier nous parlera un peu plus concrètement aussi des champs d'application de cette technologie qui accélère l'évolution dans le domaine de la santé, par exemple. Alors, je vous propose d'attacher vos ceintures et puis de faire un bout de voyage avec Xavier. À toi la Merci parole. beaucoup. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Merci à Morgane, Marco aussi pour leur bienveillance dans la préparation de cet event. Alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et je te rassure tout de suite, les grands pontes de la mécanique quantique, Niels Bohr et co, ont dit, malgré tous leurs travaux et le fait de montrer que c'est vrai, ont toujours questionné ce monde de l'infiniment petit en disant mais comment c'est possible? Et donc même lorsqu'on parle à des chercheurs d'IBM, où j'ai pu les interroger en disant bon bah raconte-moi un petit peu ce que tu fais, et certains disent moi je travaille dans le domaine depuis 30 ou 40 ans et ça marche mais je comprends toujours pas pourquoi. Donc je te rassure, c'est normal. C'est vrai que c'est un monde qui est un peu différent entre le monde macroscopique visible que l'on connaît, qui sont régis par les lois de la relativité, et le monde de l'infiniment petit qui est régi par d'autres lois, notamment la fameuse équation de Schrödinger, qui nous explique un petit peu ce monde de l'infiniment petit, mais on va y revenir. Ce que je vous propose, c'est que on va parler du quantique, on va parler des cas d'usage de l'ordinateur quantique, mais avant, on va bien réserver 15 minutes pour essayer de montrer pourquoi on a un engouement pour le quantique, pourquoi on en a besoin, qu'est-ce que ça adresse et quel a été le chemin finalement pour arriver à, on va dire, cet enthousiasme et aussi les quelques questions que ça peut poser. Alors, on va revenir à la base. Vous allez tout de suite comprendre. Le monsieur que vous voyez là, il s'appelle Claude Shannon. Claude Shannon, c'est un des pères de la théorie de l'information. Il a travaillé au MIT, au laboratoire Bell. Il a travaillé dans les services secrets américains du temps de la Seconde Guerre mondiale pour décrypter les codes allemands. Et pendant cette période, il a mis en place ce qu'on appelle la théorie de l'information, qui dit tout simplement, on connaît tout ça, qu'on est capable de gérer de l'information grâce à des unités de base très simples que sont les 0 et les 1. Donc typiquement, un ordinateur aujourd'hui, encore aujourd'hui, eh bien, il fonctionne avec des transistors qui laissent passer ou non le courant, et donc des 0 et des 1. Et pendant des décennies, eh bien, finalement, notre information, elle a été gérée par cette unité de base, qui est le bit, et cette unité de base, eh bien, traduit tous nos algorithmes en 0 et 1 et les retranscrit en présentation PowerPoint, par exemple. Alors, on a des opérations booléennes, on connaît tous ça, AND, OR, il y a des opérations assez classiques. Si je vous dis 0 plus 0, ça fait 0. Simple. 1 plus 0, 0 plus 1, ça fait 1. Et 1 plus 1, ça fait 0. J'ai entendu 2. Etienne, c'est pas bien. Et donc les opérations booléennes, ça fonctionne comme ça, mais avec ces petites opérations, on est capable de faire de grandes choses. Donc c'est assez sympa. Et pour la petite histoire, Claude Shannon, il était marié à une personne qui s'appelait Madame Moore. Ce qui est assez rigolo, puisque des années après, on a Gordon Moore qui a pondu cette fameuse loi, la loi de Moore, qui nous dit que, alors selon votre interprétation, de 18 mois à 2 ans, on est capable de doubler le nombre de transistors dans un processeur, ou de doubler la puissance, ou de réduire les coûts par 2. Et cette loi, elle s'est vérifiée pendant des décennies et des décennies. Ça a régi un petit peu l'innovation autour de l'IT et de la manière dont on fait les processeurs. Mais puis, au bout d'un moment,
on a commencé à avoir un espèce d'essoufflement de cette loi de Moore, qui n'est pas tout à fait vrai, vous allez le voir, mais voilà, on arrive à une certaine limite, et les limites, elle est simple, c'est que plus on réduit, plus on passe d'un monde qui était visible à un monde qui ne l'est plus, et on passe vraiment à une espèce de frontière où à un moment, on ne peut plus réduire si facilement que ça. Et donc, on a essayé de trouver des solutions de contournement qu'on connaît tous. On parle de GPU, on parle de FPGAs, on parle de choses comme ça, qui en fait vont détourner un petit peu les goulots d'étranglement qu'il y a dans l'IT standard. On parle de l'architecture de von Neumann avec le processeur, la mémoire et le stockage. Et donc, il y a des goulots d'étranglement entre ces trois composants parce qu'ils ne vont pas à la même vitesse. Donc, on déporte certains calculs sur, par exemple, des GPU pour justement contourner et garder ce niveau de performance. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'on a souvent, enfin, j'entends assez souvent que l'ordinateur quantique va remplacer les ordinateurs de demain. On ne pense pas ça du tout. Ça va faire des fonctions d'accélération et que l'IT d'aujourd'hui va continuer à évoluer, va continuer à apporter de l'innovation, je vous le montrerai un petit peu tout à l'heure, et donc des systèmes aujourd'hui, alors je suis d'IBM donc je suis un peu biaisé, mais c'est vrai que c'est une machine qui quelque part, le Z régit un nombre assez impressionnant d'opérations. On parle de 87% des transactions bancaires par carte bancaire dans le monde qui sont régies par les systèmes Z. On parle aussi de plus de 1000 milliards de transactions web possibles pour un seul système, donc c'est assez conséquent. Et puis 19 milliards de transactions encryptées par jour sur un seul et même système. Donc on est capable, avec un 0 et un 1, de faire des choses assez extraordinaires. Et donc, pour faire continuer à évoluer ces technologies, on va parler de nouvelles méthodes de gravure, comme des transistors tridimensionnels, comme de la lithographie extrême ultraviolet. Alors, vous allez avoir des mots barbares un petit peu comme ça au fil de la présentation, mais on va travailler sur des nouveaux matériaux. On parle de germanium, par exemple. Et donc, tout ça va continuer à évoluer gentiment. Même si on parle des plus gros ordinateurs de la planète, un des plus puissants ordinateurs de la planète, c'est Submit. Donc il est capable de faire 200 millions de milliards d'opérations flottantes par seconde. Donc 200 millions de milliards, 200 pétaflops. C'est assez conséquent. Il est capable de stocker 250 pétabytes de données. Donc c'est aussi assez conséquent. Et il a un peu plus de 27 000 GPU, un peu plus de 9000 processeurs power. Donc autant vous dire que c'est une grosse machine. Et qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? Eh bien, on peut travailler sur de la modélisation, par exemple, des phénomènes météo, environnementaux, calcul de supernovas, étudier, par exemple, des nouvelles thérapies pour le cancer. Et on est capable de faire pas mal de choses. Il y a un consortium récemment qui s'est monté, qu'on appelle le HPC Consortium Covid-19, dont IBM fait partie, mais pas que, il y a les Google aussi. Et il y a une puissance de calcul qui a été réunie autour de 600 pétaflops. 600. Et ça a permis d'accélérer la recherche sur le Covid. On a parlé des gouttelettes, par exemple, qui se diffusent dans l'air. Ça a été un des contributeurs pour ça. Et donc, on a bien vu qu'il y a une espèce d'accélération quand même dans la recherche d'un nouveau vaccin. On appelle ça aujourd'hui le Accelerated Discoveries, c'est-à-dire qu'on est capable vraiment d'accélérer la recherche dans plein de domaines, dans le domaine de recherche de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules. Là où il fallait tester des milliers de molécules, aujourd'hui on peut réduire la recherche en étudiant quelques dizaines de molécules pour cibler quelques thérapies. Et bien malgré tout, malgré toute cette force de frappe, cette puissance, il y a encore des problèmes qui ne sont pas adressables par des ordinateurs standards. Alors, quand je dis ça, je dis deux choses. Je dis, il y a des problèmes que les ordinateurs standards pourraient adresser, mais mettraient des années avant de les calculer. Et puis d'autres problèmes qui ne seront tout simplement pas adressés pour une seule et même raison, c'est cette linéarité. C'est-à-dire que les ordinateurs classiques croient linéairement et qu'il y a certains problèmes qui croient exponentiellement, d'un coup sec. Et donc, il y a une différence entre les deux. Et donc, c'est ce type de problème que l'on va adresser dans cette présentation. Alors,
juste avant d'arriver sur le quantique, il y a d'autres sources d'inspiration pour les ordinateurs de demain. La première source d'inspiration, c'est le biologique. Alors, tu parlais de l'EPFL et du projet Blue Brain. Effectivement, le cerveau est une bonne source d'inspiration. On a à peu près 89-90 milliards de neurones, 10 000 fois plus de synapses qui interconnectent les neurones. C'est alimenté par du glucose, de l'oxygène, refroidi par le sang. Ça tient dans une boîte crânienne. Le cerveau, il doit faire en poids 1,2 kg, 1,5 kg. Hein. Donc c'est assez petit. Pourtant, je suis branché à aucune prise électrique. Ça consomme 20 watts. À titre de comparaison, AlphaGo, c'est 20 000 watts. Ça fait rêver hein, pour un ordinateur d'avoir cette petite boîte crânienne qui est capable d'engendrer un certain nombre de calculs comme ça. Et donc, depuis le monsieur ici, Santiago Ramón y Cajal, et Golgi, qui ont le prix Nobel de médecine et de physiologie, on est capable de mieux comprendre comment fonctionne la communication entre les neurones, et bien que la recherche a évolué depuis. Et donc, certains travaux s'inspirent directement de la biologie pour créer les processeurs de demain. Alors, une des premières choses dont s'est inspirée la recherche, c'est l'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur l'intérêt de l'intelligence artificielle, mais plutôt les défis de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, un des premiers défis, c'est que ça demande de labelliser la donnée. On oublie très souvent ça. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut vraiment révolutionner pas mal de domaines. Mais on oublie aussi que la donnée, il faut qu'elle soit labellisée et que de temps en temps, on a besoin de fermes entières pour labelliser des images, par exemple, montrer que ça c'est un sens interdit, que ça c'est un stop, que ça c'est une voiture, que ça c'est un chemin, etc. etc. Et c'est pas pour rien que de temps en temps, lorsque vous devez rentrer un mot de passe, on vous demande de dire est-ce que vous pouvez identifier là où il y a des panneaux de signalisation, là où il y a des feux rouges. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à alimenter des systèmes d'intelligence artificielle. Donc vous travaillez, je ne vais pas citer de nom, mais vous travaillez pour justement alimenter des systèmes d'intelligence artificielle. Je vous rassure, ce n'est pas IBM, déjà. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de service gratuit. Donc forcément, il y a une contribution. Mais effectivement, on a besoin de ça. Et puis, il y a un autre aspect qui est que l'intelligence artificielle, l'augmentation de la donnée, demande une puissance de calcul de plus en plus importante. Alors j'ai sorti une étude qui dit qu'on la double tous les 3,5 mois, ce qui me paraît énorme, mais effectivement, ça progresse. Et donc, il y a une demande qui progresse, et puis l'IT doit suivre derrière, et donc on doit trouver de nouvelles façons de calculer. Alors, il y a plusieurs façons d'adresser dans les domaines de la recherche. Il y a la théorie, par exemple, de l'intelligence artificielle, où on va utiliser des algorithmes qui demandent moins de données, qui vont pouvoir calculer avec beaucoup moins de données et avec plus de précision. On va faire de l'hybride IA, c'est-à-dire qu'on va utiliser le deep learning aujourd'hui, et puis on va utiliser aussi des méthodes plus anciennes, comme l'IA symbolique, avec des business rules que l'on va combiner avec le deep learning. On va aussi travailler sur le hardware. On va revenir à un certain temps où aujourd'hui les processeurs qui font 32, 64 bits, etc., de précision, eh ben on va revenir à des choses moins précises, 2 bits, 4 bits, 8 bits, qui en fait vont consommer beaucoup moins d'énergie, et on n'a pas besoin d'une grande précision pour certains calculs. Donc on va toujours essayer de trouver des méthodes alternatives comme ça. Et donc IBM a sorti, il y a quelques années déjà, hein, une puce qui s'appelle True North, dans lequel on insère des neurones artificiels. Et là, je ne parle pas de software, je ne parle pas d'intelligence artificielle, je parle vraiment de neurones artificiels in silico, sur silicium, qui vont calculer d'une autre façon, c'est-à-dire de la même manière qu'un neurone transmettrait l'information. Et donc c'est utilisé dans l'intelligence artificielle. On peut y calculer 46 milliards d'opérations synaptiques par seconde et par watt. C'est une puce qui, en travail, consomme 70 milliwatts, donc c'est tout petit, et c'est véritablement un data center qui tient sur le paume d'une main. Et ça marche. Et puis, il y a une autre étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, sur le stockage ADN. Alors le stockage ADN, par définition, l'ADN,
On entend souvent une histoire à la télé où, tiens, on a retrouvé des brins d'ADN du mammouth il y a quelques milliards d'années. Euh, En fait, l'ADN se conserve assez bien dans certaines conditions. Et il y a une équipe de chercheurs qui a montré qu'ils étaient capables de stocker dans des brins d'ADN de l'information. Stocker, ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire et la retrouver. D'accord? Alors, dans cette étude-là, ils ont stocké, donc j'ai la petite liste ici, un système d'exploitation, un film, l'arrivée d'un train à La Ciotat par Lully-Lumière, un article scientifique, une photo, un virus, une carte cadeau Amazon de 50 $, dans un brin d'ADN. Rappelez-vous l'ordinateur Submit, je dis qu'il était capable de stocker 250 pétabytes de données. On estime que dans un gramme d'ADN, on peut être capable de stocker 215 pétabytes de données. Vous voyez le gap qu'il y a entre les deux. Alors, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain, mais demain dans quelques temps. Mais c'est déjà des sujets d'études assez poussés qui montrent qu'on est capable de le faire. On serait capable, en fait, à aujourd'hui, de stocker dans cette pièce l'intégralité des données qu'il y a dans le monde, si c'était encore possible. Bien sûr, c'est un sujet de recherche, ça demande des coûts assez exorbitants, donc il y a tout encore un processus pour industrialiser tout ça, mais c'est des tendances que l'on va voir arriver dans les prochaines dizaines d'années. Tout ça pour vous dire qu'il y a des problèmes que les ordinateurs savent très bien faire, et on ne va pas le changer. On parlait des logiciels, des applications web, des choses comme ça. Il n'y a pas de raison de changer, ça marche très bien et on peut continuer comme ça. Et puis, il y a des problèmes qui sont très difficiles pour les ordinateurs, très 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 difficiles. Et là, on va passer par l'optimisation des algorithmes, l'évolution des systèmes de calcul, tout un tas d'innovations qui peuvent améliorer ça, mais certains problèmes restent très difficiles et peuvent mettre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans à être calculés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire, mais à un moment donné, ça va coincer en termes de temps. Et donc là, le quantique peut arriver en complément pour accélérer certains programmes. Et donc, on va parler d'avantage quantique. L'avantage quantique, c'est le moment où un ordinateur quantique va réussir à calculer un problème plus vite qu'un ordinateur standard. Et puis, il y a certains problèmes où l'on sait très bien qu'avec même les plus grandes innovations de cette planète, un ordinateur de type binaire n'arrivera pas à calculer, n'arrivera pas à l'adresser. Et là, on va parler de suprématie quantique, c'est-à-dire que le quantique sera le seul à pouvoir calculer ce type de problème. Et donc, c'est là où je veux en venir, c'est que finalement, lorsqu'on prend ces trois domaines, que ce soit le binaire, les systèmes d'inspiration biologique et le quantique, eh bien, tout ça va représenter l'IT de demain, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir nos serveurs comme aujourd'hui, plus évolués, et qui vont, dans certains cas, déporter des workloads dans des accélérateurs, notamment des accélérateurs quantiques. Et d'ailleurs, dans des algorithmes, certaines sous-parties d'algorithmes, il n'y a que ces sous-parties d'algorithmes qui seront accélérées par les ordinateurs quantiques. Donc il y aura une gestion de la workload. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi d'automatisation et de choses comme ça, parce qu'à un moment donné, il va falloir créer des systèmes qui dispatchent les différents types de calculs et pour les retrouver après. Alors, j'ai parlé de la théorie de l'information, et il y a certaines personnes qui ont travaillé sur la théorie de la physique de l'information. Donc là, on arrive à un peu plus bas niveau que le système binaire. On se retrouve dans un monde quantique et c'est dû à un prix Nobel qui est Richard Feynman, qui à un moment donné a lancé l'idée de dire mais comment voulez-vous modéliser la nature sans concevoir un ordinateur qui est fait comme la nature? Et donc pourquoi ne pas s'inspirer de la mécanique quantique pour justement essayer de modéliser les environnements quantiques. Et cette idée est née, et donc beaucoup de monde a travaillé dessus. Alors cette idée, elle est née après justement toutes les théories de la mécanique quantique qui ont été développées par Niels Bohr, Schrödinger, Einstein et j'en passe. Il y a eu quand même pas mal de monde qui a travaillé là-dessus. Mais cette idée est née de ça. Juste avant de parler aussi des cas d'usage quantique, le quantique nous aide à
à créer de nouvelles types d'innovations pour les processeurs normaux, entre guillemets les processeurs binaires. Alors comment on fait ça? Il y a des scientifiques qui ont travaillé sur l'écriture de bits d'information sur des atomes. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais c'est assez impressionnant parce qu'on est capable d'écrire des bits d'information sur un atome. C'est une équipe d'IBM Research qui a fait ça, qui a publié ça dans Nature. Si vous prenez les systèmes de stockage standards, un bit d'information nécessite 100 000 à 1 million d'atomes aujourd'hui. Donc, un bit d'information sur 100 000 à 1 million d'atomes. Et de l'autre côté, une équipe d'IBM Research a réussi à mettre un bit sur un atome. Donc, en gros, on serait capable par exemple, d'enregistrer toute la bibliothèque musicale d'iTunes sur une carte bancaire. Voilà. Donc c'est une prouesse assez importante, mais c'est dû aussi à la connaissance de la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'on a passé la frontière entre le monde visible et le monde invisible qui est sous-atomique. Et on parle de stockage atomique. Il y a une autre chose qui a été développée, je crois que cette année d'ailleurs, ça a été annoncé cette année, où si je prends le processeur Power 10, on est à une gravure de 7 nanomètres, qui est déjà assez important aujourd'hui. Je crois que, si je ne me trompe pas, Intel n'est pas encore à 7 nanomètres. Eh bien, IBM a annoncé cette année la capacité d'écrire à 2 nanomètres. 2 nanomètres, ça veut dire qu'on est capable de mettre 50 milliards de transistors sur une petite ongle de doigt. 50 milliards, on est capable de les compresser à l'intérieur. 50 milliards, je ne sais pas si vous imaginez. Et c'est une puce qui permet soit de faire 45% de performance en plus avec la même consommation d'énergie qu'une puce à 7 nanomètres, soit d'économiser 75% d'énergie en ayant la même performance que des puces à 7 nanomètres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, lorsqu'on veut, si on imagine des smartphones équipés de puces à 2 nanomètres comme ça, on aurait par exemple 4 fois plus de batterie. Donc ce monde-là de la loi de Moore, qu'on dit limité, finalement n'est pas si limité que ça, parce que on y arrive, on est à 7 nanomètres aujourd'hui, et déjà on est capable de designer des processeurs à 2 nanomètres. Alors, l'ordinateur quantique, je vais essayer d'expliquer ça de manière simple, si je puis dire. Alors, le monde quantique est régi par un certain nombre de lois. Je vais en citer 3. La première des lois, c'est la superposition. Donc, l'unité de base d'un ordinateur quantique, c'est le qubit. On en parlait tout à l'heure. Donc, le bit d'à côté, 0 ou 1, le OU est important. Hein, et le qubit, qui lui va être 0 ou et 1. Alors, le OU et 1 est important. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un objet quantique peut avoir 2 états à la fois. C'est-à-dire qu'il peut être 0 ou 1. Plutôt une certaine probabilité d'être 0 et une certaine probabilité d'être 1. Alors, c'est comme si, par exemple, vous allez jouer à la loterie, vous allez acheter un ticket, et au moment où vous avez votre ticket, eh bien, vous ne savez pas si votre ticket il est gagnant ou il est perdant. Donc, il est en état de superposition. Il a une certaine probabilité d'être gagnant, et il a une certaine probabilité d'être perdant. Et ce n'est qu'au moment de la mesure, c'est-à-dire au moment du tirage, que vous savez exactement s'il est gagnant ou s'il est perdant. Ça, c'est la superposition, et c'est imagé par l'équation, par l'image qu'a donnée Schrödinger avec son chat, le chat de Schrödinger, où vous mettez un chat dans une boîte, et puis il y a une chance sur 2 qu'on brise une petite fiole à cause de la désintégration d'un atome radioactif. Une chance sur 2 pendant 1 minute, ça veut dire que pendant 1 minute, le chat il est soit mort, soit vivant. Et ce n'est qu'au moment où on ouvre la boîte que le chat est vivant ou mort. C'est pas très beau, mais c'est comme ça, c'est une image qui est très connue, mais ça relate de la superposition quantique. Pour compliquer un peu les choses, c'est qu'il y a une autre
un autre théorème important qui est l'intrication. L'intrication, c'est que si vous avez deux objets quantiques et que vous connaissez l'état d'un objet quantique, d'un d'entre eux, et bien vous connaissez l'état de l'autre aussi. Et donc dans un système quantique où il y a des objets quantiques, si vous connaissez l'état d'un objet, vous connaissez l'état de tous les autres. Exemple, vous êtes dans un quartier avec des maisons, les ampoules de chaque maison sont des objets quantiques. Si vous rentrez dans une maison où vous constatez l'état d'une ampoule, vous connaissez l'état de toutes les autres. Et là où ça devient un peu complexe, c'est que ces maisons-là, elles peuvent être à des années-lumière, enfin très loin l'une d'entre elles, que vous connaîtrez également l'état de ces objets quantiques. Il y a aussi le principe d'incertitude qui a été énoncé par Heisenberg. Et là, accrochez-vous bien, on ne peut pas connaître de manière précise la vitesse et la position d'un objet quantique en même temps. C'est soit vous connaissez la position exacte de cet objet quantique, et donc la vitesse vous paraîtra floue, soit vous connaissez de manière exacte sa vitesse, auquel cas vous n'êtes pas capable de bien localiser cet objet quantique. Voilà les lois qui régissent notre nature. Ça nous perturbe un petit peu, parce qu'on n'est pas habitué à voir ça dans le monde réel, mais ces lois-là servent et peuvent servir à construire des ordinateurs qui vont être capables d'adresser des problèmes qui sont aujourd'hui infaisables pour un ordinateur standard. Et donc on va utiliser ces lois de la mécanique quantique pour justement bâtir ces systèmes de demain. Il y a aussi une autre notion qui est importante, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Les objets quantiques, c'est vraiment ça. Vous avez un aspect qui est avant la mesure. Vous avez un objet quantique, vous avez en fait une onde que l'équation de Schrödinger peut assez bien décrire. Hein, elle peut décrire un peu, on peut prévoir un peu la précision de cette onde quantique, on peut déduire où elle est, comment elle se déplace, sa forme, etc. Donc ça, c'est la phase 1. Et il y a la phase 2 qui est la décohérence, c'est quand l'objet quantique rentre en contact avec l'appareil de mesure. Quand vous en mesurez quelque chose un objet quantique, il faut savoir que c'est tout petit et donc ça rentre en contact avec l'appareil de mesure. C'est quelque chose qui se passe de manière hyper rapide. Et puis la dernière phase, c'est la mesure en elle-même, c'est le tirage aléatoire. C'est-à-dire qu'en fonction de la forme de la fonction d'onde, on a une certaine probabilité d'avoir un état. Et donc du coup, à un moment donné, il y a un tirage aléatoire, de la vraie probabilité, qui fait que boum, on a l'état en question. Et toutes ces théories, elles nous permettent de faire des innovations, pas que sur l'ordinateur quantique en tant que tel, mais sur d'autres. L'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est une notion quantique qui a été utilisée pour notamment faire des microscopes à effet tunnel et qui est très bien décrite. Alors l'effet tunnel, c'est quoi? Mettons que je mette un mur ici. Je prends une balle de tennis, je la lance. La première réaction que l'on a, c'est que la balle de tennis, elle va forcément revenir vers moi. Si vous prenez un objet quantique et que vous mettez dans des conditions quantiques, vous lancez l'objet quantique, puis au moment de la mesure, l'objet quantique il va se retrouver soit à gauche, soit à droite. Quelquefois à gauche, quelquefois à droite. Donc c'est ça que l'on utilise pour justement essayer de bâtir les systèmes de demain. Alors, à quoi ça ressemble déjà? Donc vous voyez ici que donc la puce que vous avez vue tout à l'heure, elle fait 2,5 cm², à peu près. Hein, c'est une puce tout à fait standard sur du silicium, comme un processeur normal sur lequel on met des atomes d'aluminium, par exemple, ou de niobium, et qu'on met dans certaines conditions pour avoir un état quantique. Ce sont des matériaux, on veut avoir des matériaux supraconducteurs. Donc, si vous, par exemple, vous mettez une pichenette sur un atome, sur un supraconducteur, en fait, il n'y a pas de résistance. Mais pour avoir ces conditions quantiques, il faut des conditions assez extrêmes. Et donc, vous avez là un chandelier qui est fait de certains composants, notamment de l'or. Et ce chandelier, eh bien, on va lui intégrer la puce que je vous ai montrée tout à l'heure qui se trouve en bas, et qu'on va placer dans un certain nombre de conditions, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans une espèce de ballon d'eau chaude, c'est un cryostat dans lequel on va mettre de l'hélium liquide. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut refroidir le système pour qu'il atteigne ou qu'il se rapproche le plus possible du zéro absolu. Alors, on est à 15 millikelvin,
ce qui est très très peu. Pour vous donner un ordre d'idée, l'espace, il est à 2,73 Kelvin. Donc c'est plus froid que l'espace. Et le corps humain, il est à 310 Kelvin. Donc c'est très froid là-dedans. Et ça permet de se mettre dans des conditions et de mettre des qubits en état de superposition et en état d'intrication et de pouvoir lancer des calculs. Alors, ça nous permet de faire quoi? C'est quand même la question importante de pourquoi on a besoin et pourquoi il y a un tel engouement sur les ordinateurs quantiques. Alors vous prenez, c'est un exemple que IBM donne souvent, qui est la molécule de caféine. Alors la molécule de caféine, on estime que pour représenter sa configuration énergétique à un instant T, on aurait besoin de 10 puissance 48 bits. 10 puissance 48. À titre de comparaison, on estime qu'avec un ordinateur quantique, on aurait besoin uniquement que de 160 qubits. 10 puissance 48 versus 160. Donc il y a une grosse différence. Et puis la molécule de caféine, c'est peut-être pas celle qui nous intéresse le plus, mais en tout cas, il y a d'autres types de molécules, comme par exemple la pénicilline. Et donc, ces états moléculaires, c'est un domaine de recherche à part entière dans le domaine du quantique, qui est hyper intéressant parce que ça a des cas d'usage, on verra tout à l'heure, très importants. Mais les ordinateurs standards, les ordinateurs binaires d'aujourd'hui, sont incapables de calculer de manière précise, complexe, à plusieurs instants, ces molécules-là. Donc c'est un premier cas d'utilisation où il peut y avoir une vraie différence. Le deuxième cas, c'est le fameux voyageur de commerce. Alors ça dépend comment vous le voyez. Il y en a qui parlent de table de mariage, de voyageur du commerce ou de la livraison de colis. À vous de choisir. La chose importante, c'est qu'il y a un petit problème que les ordinateurs d'aujourd'hui peuvent difficilement adresser, c'est soit la décomposition en facteur premier, soit la factorielle. Donc factorielle, c'est si vous avez une factorielle de 10, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4, etc. etc. Et donc ce petit problème-là, dès qu'il monte à plusieurs centaines de chiffres, voire des milliers de chiffres, l'ordinateur classique va coincer. Et ici, on a une décomposition en facteur premier. Et donc le voyageur de commerce, c'est quoi? C'est si je dois me déplacer dans 5 villes, combien j'ai de possibilités? 5 villes, vous faites le calcul, ça fait 12 possibilités. Dès que je monte ce chiffre à 15 villes, je suis tout de suite à 43 milliards de possibilités. Donc, 12 d'un côté, 43 milliards. Puis si je monte ce chiffre à 71, je suis à 5 fois 10 puissance 80. 5 villes, 12. 15 villes, 43 milliards. 71 villes, 5 fois 10 puissance 80. Exponentiel. Très difficile pour un ordinateur standard de calculer tout ça. Et 10 puissance 4, 5 fois 10 puissance 80, alors j'ai vu ça, alors je ne sais pas comment ils font le calcul, mais en tout cas, ça semble être le nombre de tous les atomes dans l'univers connus. Ne me demandez pas comment ils font pour calculer ça, j'en sais rien. Mais c'est assez impressionnant comme chiffre. Alors, ce petit problème, il se retrouve dans plein d'endroits. Il se retrouve dans la modélisation de processus naturels, dans la mécanique quantique, physique, des choses comme ça. Il se retrouve dans plein de scénarios de simulation, on le verra tout à l'heure, dans l'optimisation, dans le machine learning, dans le deep learning. Donc ce petit problème-là algorithmique, si vous prenez en gros tous les algorithmes de la planète, vous allez souvent retrouver de la décomposition en facteur premier, on parlait de sécurité tout à l'heure, de cryptographie, vous allez aussi retrouver ça dans ces domaines-là. Donc c'est des sous-parties d'algorithmes qui demandent un grand besoin de calcul et qui vont être adressés par l'ordinateur quantique. Chez IBM, on voit un certain engouement sur le quantique. Ça fait 5 ans qu'on l'a lancé à peu près, je crois que c'était en 2016. On l'a lancé à travers le cloud. N'importe qui aujourd'hui peut avoir accès à un ordinateur quantique. On a mis en place un accès à l'ordinateur quantique. On peut utiliser ce qu'on appelle Qiskit, qui a beaucoup de succès, qui est vraiment, vous pouvez utiliser du langage Python, par exemple, pour lancer des calculs sur des ordinateurs quantiques. C'est gratuit. Donc on a une certaine communauté, il y a 350 000 utilisateurs aujourd'hui qui ont lancé des milliards et des milliards d'opérations sur les ordinateurs quantiques. On a aujourd'hui
38 ordinateurs quantiques à peu près qui sont dispatchés dans le monde, plus de 150 membres de ce qu'on appelle l'IBM Q Network, où on travaille ensemble sur des cas d'usage quantique, j'en décrirai quelques-uns tout à l'heure, et puis plusieurs papiers scientifiques qui ont déjà été publiés, non pas seulement par IBM, mais par des gens qui utilisent les ordinateurs quantiques pour notamment faire de la simulation moléculaire. Je ne vais pas citer tous les partenaires, mais en gros, si j'en cite quelques-uns, eh bien, on a Daimler. Alors Daimler, il travaille sur plusieurs sujets, mais un qui est intéressant, qui est la batterie du futur. Hein, le talon d'Achille de la voiture électrique, c'est les batteries, parce que, c'est la vitesse de charge, la capacité, la durée de ces batteries-là, et puis les métaux lourds qui sont utilisés pour faire ces batteries. Et donc, cette simulation moléculaire va permettre de designer les futures batteries de demain. C'est-à-dire les batteries qui occuperont, qu'on mettra dans nos véhicules et qui seront designées avec de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules, qui dureront beaucoup plus longtemps et qui auront une vitesse de charge rapide. Dans un monde idéal, instantané et qui dure 1000 km, 2000 km, 3000 km. On a le cas de la banque. Vous savez que la banque, pour modéliser des risques, utilise la simulation de Monte-Carlo. Et la simulation de Monte-Carlo a aussi ses limites dans la mise à l'échelle, dans ce qu'on appelle l'erreur d'optimisation. Et donc le quantique va pouvoir calculer plus rapidement et plus précisément, en tenant compte de plein de paramètres, ces fameuses simulations de Monte-Carlo. On va parler de gestion du portefeuille, on va parler de tarification des produits dérivés. Sur certains produits dérivés, on a besoin de construire des modèles complexes qui nécessitent 10 000 simulations, avec une précision un petit peu, on va dire, pas très précise, alors qu'avec un ordinateur quantique, on estime que 10 000 simulations équivaut à une centaine d'opérations avec un ordinateur quantique. Donc on peut faire beaucoup plus de paramètres et beaucoup plus de simulations. Le fret maritime, ça c'est un sujet qui est énorme parce qu'on parle du voyageur de commerce, mais le fret maritime, vous le savez, il y a beaucoup d'opérations dans le fret maritime. La gestion des containers, la gestion des flux dans les ports, la gestion de la météo, tout ça demande une coordination qui est assez importante et les mathématiciens sont toujours cassés la tête là-dessus parce que ça demande des modèles assez importants d'optimisation de tout ça. Pour vous donner un ordre d'idée, 90% du commerce mondial, il est supporté par le fret maritime, 50 000 bateaux, 200 000 containers chacun, avec plusieurs milliards là-dessus. Ça fait beaucoup de containers, beaucoup de bateaux, beaucoup de ports, beaucoup d'aléatoires, météo, etc. Et donc, on est incapable d'adresser ça correctement avec un ordinateur standard. Ce qui est le cas avec un ordinateur quantique, où justement, on va pouvoir s'attaquer à ces problèmes qui ne sont pas résolus aujourd'hui. Et puis, un exemple avec Data Airlines, c'est un peu comme le fret maritime. Lorsqu'un avion se pose, eh bien, on fait descendre les passagers, on fait venir les équipes qui vont nettoyer l'avion, on fait venir le camion qui va mettre de l'essence, mais il faut prévoir le camion, il faut qu'il soit rempli, il faut qu'il y ait une personne qui conduise, une personne qui mette qui remplisse le réservoir, les passagers. Donc il y a tout un tas d'opérations. Et comment on optimise toutes ces opérations en même temps? Donc ça, c'est un cas d'usage assez concret. Et puis, il y a la santé. On en a parlé un petit peu, mais la recherche de nouveaux médicaments, le diagnostic. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la médecine personnalisée. Là, pour le coup, elle pourra être vraiment personnalisée. On peut même parler il y aura un protocole par patient. En termes de médecine, ça peut vraiment changer la manière dont on adresse la santé. Alors, ce n'est pas pour tout de suite. On parle de 5, 10, 15, 20 ans. Mais ce sont des domaines qui vont avoir des disruptions très importantes dans beaucoup de secteurs. Dernier exemple, la sécurité. On parle beaucoup de sécurité. Un ordinateur quantique avec l'algorithme de Shor, on sait très bien qu'on peut aller décrypter de la donnée de manière facile. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on a le temps. On parle de 10, 15 ans. Mais déjà, on sait que certaines institutions peuvent prendre de la donnée même cryptée en se disant, de toute façon, quand il y aura le quantique qui aura évolué, je pourrai les décrypter. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle des algorithmes post-quantiques, avec ce qu'on appelle les espaces latistes, où on est capable d'embarquer tout de suite une protection de la donnée contre le quantique. On peut déjà le faire, c'est déjà embarqué dans nos systèmes. Alors, je vais finir très rapidement.
je vais passer. On a une roadmap, c'est public, on sait déjà exactement où on va. Et puis, j'aimerais finir sur une chose. C'est un peu les problèmes de demain que ça peut adresser. Lorsqu'on construit des nouveaux matériaux, eh bien, on va pouvoir, par exemple, alléger les avions, consommer moins de carburant. On va pouvoir utiliser des matériaux qui sont moins polluants. On va pouvoir adresser la manière dont on fertilise les sols. On va pouvoir trouver de nouvelles molécules pour adresser un certain nombre de problèmes de santé. Donc ce sont quand même des choses qui vont toucher à notre planète, à notre société. Et ce qui est important, c'est toujours d'avoir à l'esprit qu'une technologie pareille, eh bien, il va falloir non seulement la maîtriser, mais en faire bon usage. D'en faire bon usage. Et donc c'est exactement comme n'importe quelle technologie dans cette planète-là, il y a une certaine éthique à avoir. Et donc un des premiers challenges aussi, c'est de mettre en place les bons mécanismes qui font que cette technologie sera utilisée de manière bonne pour notre planète et pour les humains. J'en ai fini. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup.